Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, aux nouvelles formations, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Dyslexie, comment aider vos élèves? On estime que 10% des enfants scolarisés en France ayant entre 7 et 14 ans sont atteints de dyslexie et il arrive encore qu'on les considère comme des élèves dotés de capacités inférieures à la moyenne. Comment mieux informer sur ce trouble dyslexique? Quelles solutions existent pour améliorer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour ces élèves? Réponse avec nos deux invités. François Vontron, fondateur de Mila, une application de rééducation musicale. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Sylvie Descleb, auteure de la pédagogie Montessori au service de tous les enfants et animatrice du podcast Les adultes de demain, nous accompagne également au téléphone. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner pour cette émission autour de la dyslexie. François Vontron, première question. Donc j'en parlais un petit peu, trouble de l'écriture, de l'apprentissage. Comment se manifeste exactement la dyslexie? La dyslexie, de manière plus générale, maintenant on regroupe ça sous les troubles spécifiques des apprentissages. Ça va avoir des formes de difficultés tant sur du langage oral, du langage écrit. Bien souvent, et dans 40% des cas, ça va être associé à des troubles attentionnels. La question, c'est qu'au-delà du sujet clinique, du sujet purement médical, il y a vraiment toute la question de l'estime de soi à l'enfant. C'est des enfants qui sont trop souvent stigmatisés à l'école parce qu'ils ont des besoins éducatifs particuliers. Et on a besoin de les accompagner pas tant seulement sur le plan éducatif et du langage, mais vraiment sur leur accompagnement et sur leur éducation qui a besoin d'être propre à leur capacité. Et donc il y a une notion de bien-être, c'est ce que vous nous dites, François Vontron, de bien-être de l'enfant, de confiance en soi? De confiance en soi, c'est extrêmement important. On voit ça en fait tous les jours avec ces enfants, d'avoir vraiment cette question de ne pas les mettre en échec, d'être capacité de les accompagner, les prendre par la main et leur montrer qu'ils sont forts dans plein de domaines et surtout qu'ils ont des capacités spéciales qu'on a besoin d'accompagner au quotidien. Sylvie Descleb, comment la dyslexie ou les troubles 10, il y en a plusieurs, sont aujourd'hui traités dans les écoles françaises? Alors c'est très difficile pour ces enfants, je suis d'accord avec François, parce qu'il y a une grande perte de confiance en eux, parce qu'ils justement ils sont stigmatisés. Souvent en plus on s'en occupe trop tard quand vous dites à partir de 7 ans. Mais 7 ans c'est déjà bien trop tard, puisqu'en fait il a déjà le CP qui est passé, donc ils ont déjà été en échec pendant déjà une bonne année, si ce n'est avant. Et donc ils sont stigmatisés, ils sont en échec scolaire, et donc ils ont perdu une grande confiance en eux. Sans compter que leurs parents aussi sont complètement désarmés parce qu'ils se disent « Mon Dieu, mon enfant n'arrive pas à apprendre à lire » et c'est là que commence le début des angoisses pour eux parce qu'ils pensent à leur avenir, qu'est-ce que l'enfant va devenir. Donc nous, en école Montessori, évidemment, on tient compte de chacun, mais quand ils doivent apprendre tous en même temps, ils se rendent compte déjà qu'ils sont à la traîne et qu'ils n'y arrivent pas. Et pourquoi eux n'y arrivent pas alors que les autres y arrivent? Donc c'est là qu'il y a une énorme perte de confiance en soi. Donc c'est vraiment là qu'il faut mettre en place le plus de choses possible, et moi je dirais le plus tôt possible, avant justement que cette notion d'échec scolaire, ils en aient conscience en fait. Parce que là c'est déjà, en 7 ans, c'est déjà bien tard en fait pour ces enfants. François Vontron, c'est ça, l'école et ses 30 élèves par classe, permet-elle vraiment l'accompagnement de ces élèves? La question, c'est surtout d'avoir une éducation qui est complètement adaptée. Ils ont des besoins spécifiques et d'avoir aussi tous les professionnels qui sont impliqués dans la même boucle que les professeurs. On parle des professeurs, des éducateurs spécialisés. Il y a tout un ensemble pluridisciplinaire de médecins et de paramédecins qui font un travail extraordinaire, les orthophonistes, les psychomotes, les neuropsychologues. La question, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que toutes ces expertises se parlent et puissent vraiment accompagner l'enfant dans ses besoins. François Vontron, pourquoi le numérique peut-il être un vrai atout dans l'accompagnement de ces élèves? Aujourd'hui, dans le numérique, on essaye vraiment d'apporter une continuité dans le travail qui est fait par les orthophonistes, par les psychomotriciens. La question du numérique, c'est absolument pas de remplacer le travail de quelqu'un, mais vraiment d'être un complément. Aujourd'hui, vous avez souvent 1 à 2 sessions de rééducation par semaine, des listes d'attente qui sont très longues. En fait, on essaie de travailler, nous, en tant que chercheurs et en tant qu'ingénieurs, on essaie de travailler des solutions qui puissent permettre de continuer l'apprentissage à la maison, d'avoir une véritable continuité thérapeutique et de reproduire l'expérience qu'on pourrait avoir un professionnel, le reproduire à la maison avec des outils directement dans les mains des parents. Et il y a cette notion d'avancer à son rythme, ça on l'a bien compris. En effet, les élèves qui sont sensibles ou qui subissent ces troubles 10 ne sont peut-être pas accompagnés de la bonne manière par des professeurs, mais qui ne peuvent pas en fait le faire.
qui ne peuvent pas, enfin surtout qui sont débordés. Aujourd'hui, ce sont des gens qui font un travail extraordinaire et qui sont vraiment, et qui ont les compétences, ou en tout cas qui essayent de faire un maximum pour ces enfants. La question, c'est vraiment une question de bande passante, entre guillemets. Et donc on essaye de leur faciliter la vie, on essaye de faire en sorte de leur apporter tous les outils pour rendre le travail plus fluide. Sylvie Desclèves, on vient de parler de numérique. Comment favoriser, selon vous, l'autonomie, les amener à progresser à leur rythme, justement, ces élèves ? Justement, moi je pense que la méthode de François est bonne parce que c'est un accompagnement aussi à la maison. Parce que ces enfants, souvent, ils en ont assez d'être emmenés chez l'orthophoniste, chez l'ergothérapeute, chez le psychologue, parce qu'en fait, ils ont besoin d'aide à tous les niveaux. Et donc, avoir un accompagnement à la maison qui pourrait être mis en place à l'école aussi, ce serait formidable. Parce qu'en fait, c'est vrai que les enseignants qui ont 30 élèves, c'est très compliqué pour eux de tenir compte de la différence de chacun et de mettre en place un programme pour chacun. Mais s'il y avait un outil numérique qu'on pouvait mettre à la disposition de ces enfants dans la classe, ce serait tout à fait possible et gérable. Donc moi je trouve que ça c'est une des grandes solutions en fait pour aider les enfants. Et puis ça évite le problème de l'écriture parce que souvent ils ont des difficultés sur la lecture mais aussi sur l'écriture. Donc ils ont absolument besoin d'être aidés pour pouvoir avancer quand même à leur rythme et avancer. Et le numérique pourrait totalement répondre à ce besoin si on pouvait l'avoir en classe. François Vontron, un mélange de neurosciences, de technologie. À quoi ressemble exactement votre plateforme ? Expliquez-nous. Concrètement, Mila, c'est une plateforme de remédiation musicale pour les enfants 10. Pourquoi musicale ? Parce que depuis 20 ans, 30 ans, on s'aperçoit que les processus cognitifs de la musique, du rythme et du langage sont très similaires. Et on couvre en fait une grosse partie en commun. Et donc depuis 20 ans maintenant, on se rend compte que des apprentissages musicaux intensifs bénéficient à ces enfants et ont directement un impact sur leur langage oral et écrit. Donc on a essayé de mettre tout ça en œuvre, notamment avec des chercheurs tels que le professeur Habib qui travaille depuis longtemps sur ces thématiques, avec des études qui ont été répliquées en Italie, en Canada, aux États-Unis également. On a essayé de les répliquer avec un autre collectif de chercheurs, où nous on vient plutôt de l'école polytechnique avec un axe plutôt data science, plutôt comment on va permettre d'augmenter l'impact de ces méthodes en les mettant dans des outils numériques. Et donc, on fait en sorte que l'enfant ait une stimulation rythmique auditive intense, c'est-à-dire qu'il fait des exercices en fait concrètement musicaux, il va pouvoir jouer, ce qui aura un bénéfice sur ses capacités en lecture. Donc aujourd'hui, là, on est sur une phase 3 d'un essai clinique, on reste des cliniciens et on reste des personnes qui souhaitons vraiment construire un dispositif médical pour l'enfant. Donc, c'est des process qui sont longs, mais qui va nous permettre à terme d'avoir un outil vraiment efficace pour ces enfants. Et c'est ce qu'on est en train de construire, à la fois du coup sur l'aspect musique pour répondre, mais à la fois aussi sur l'aspect musique comme engagement, parce qu'il y a tout le côté motivationnel et qui nous permet vraiment d'avoir quelque chose de ludique avec ces enfants et qui permet de les faire apprendre sans les stigmatiser. De quelle manière vous travaillez actuellement avec l'éducation nationale ? Alors aujourd'hui, on ne travaille pas directement avec l'éducation nationale, on a vraiment un point de vue qui est celui de la santé. Donc on travaille plutôt avec le ministère de la Recherche et de la Santé sur ces sujets. Ils regardent ce que vous faites, néanmoins ? Ils regardent ce qu'on fait, on est soutenu par ces derniers, notamment au travers de financement, et aussi par la BPI, qui nous soutient depuis longtemps et qui vraiment, on doit beaucoup justement dans la structuration et dans le soutien de projets comme les nôtres. Donc on est avant tout des projets scientifiques, des projets de santé, et sur du plutôt moyen terme, court moyen terme, on envisage effectivement de se décliner avec des versions pour des classes et d'aller un peu plus loin dans l'éducation nationale. Mais c'est des discussions aujourd'hui qui sont encore vraiment à leur état de début, parce qu'on a encore vraiment des marches technologiques à passer. Sylvie Desclèves, quelques solutions. Là, on a parlé de la musique, on parle des outils numériques. Comment aider un enfant dyslexique aujourd'hui dans une classe, notamment, vous le disiez tout à l'heure, sur le plan émotionnel, l'accompagner dans sa prise de confiance en soi, l'accompagner, cet enfant ? Justement, moi, je pense que c'est beaucoup dans le dialogue, en fait. Moi, dans nos écoles Athéna, on a eu beaucoup d'enfants dyslexiques et qui maintenant sont des adultes. Et c'est beaucoup dans le dialogue. Comme vous disiez tout à l'heure, parfois, ils sont stigmatisés et ils pensent qu'ils sont pas intelligents. Donc nous, au contraire, moi, j'essaye de leur expliquer qu'ils sont très intelligents, que leur difficulté, bien sûr, elle est injuste, parce qu'il y a aussi ce grand sentiment d'injustice pour eux, mais qu'à long terme, ils vont être gagnants. Pourquoi ils vont être gagnants ? Parce qu'ils développent beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de ténacité, beaucoup plus de caractère qui, à la fin, les rend gagnants. Et je leur cite des exemples, parce que moi, j'ai beaucoup d'exemples, et ça, il faut vraiment que les parents en soient persuadés, et les enfants aussi. J'ai beaucoup d'exemples d'enfants qui étaient très, très dyslexiques, à qui j'ai essayé d'apprendre à lire. Il fallait leur faire répéter, les reprendre l'après-midi, le matin, etc. Et ils sont devenus avocats, ils sont devenus directeurs juridiques d'entreprise. Donc, ils y arrivent. Il faut leur laisser plus de temps, il faut trouver des méthodes qui les accompagnent, il faut aider les parents aussi,
aussi parce que les parents doivent soutenir à la maison, parce qu'en effet, ils ont besoin de plus de temps. Mais il faut vraiment leur expliquer qu'ils y arrivent et qu'ils ne sont pas bêtes, que ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes qu'ils n'y arrivent pas, c'est juste quelque chose qui est différent des autres, qui leur rend les apprentissages plus difficiles, mais qu'à la fin, ils sont gagnants parce qu'ils ont des qualités qui sont vraiment nécessaires pour y arriver dans la vie. Et ils y arrivent. Et ça, je peux vraiment en témoigner, ils y arrivent. Donc évidemment, c'est difficile, c'est un parcours du combattant, c'est injuste, parce que pourquoi eux et puis pourquoi pas les autres, mais ils y arrivent. Donc moi, je dis, l'école, il faut qu'elle leur donne plus de temps. Il faut beaucoup les encourager, il faut beaucoup les aider. Par exemple, moi, je vois beaucoup d'enfants, certains enfants qui ont des difficultés en lecture, ils peuvent être bons en maths si on leur lit les énoncés, par exemple. Et là, ils réussissent en maths et donc ça leur donne confiance en eux, parce que c'est un problème de compréhension, de lecture. Mais en maths, si on leur lit les énoncés, si on leur explique ce qu'il faut faire, ils y arrivent. Donc en fait, il faut les aider dans d'autres matières et pas tout baser sur ce problème de lecture. En fait, il faut les mettre dans la réussite, absolument, quoi. Même pour ce qui est grammaire et tout ça, moi je fais parfois à l'oral. Ils y arrivent, ils comprennent. Le problème, c'est la lecture et la compréhension. Donc il faut les aider, en fait, beaucoup. Sylvie Desclèbes, il y a cette pédagogie Montessori. Comment favoriser le développement de ces solutions ? Là, vous nous parlez d'un accompagnement quotidien avec ces élèves. Comment favoriser le développement de cet accompagnement à plus grande échelle dans des écoles normales ? Franchement, moi je dis, dans ma classe, il y a 40 élèves, donc c'est pas le nombre qui cause problème. C'est la façon dont on approche les choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de cours magistraux, il faut préparer des plans de travail individuels pour que chacun avance à son rythme. Il faut développer au maximum l'autonomie de l'enfant, leur confiance en eux, l'autonomie pour qu'ils sachent travailler seuls. Et ça, ils l'apprennent, et c'est possible. Moi, j'invite tout le monde à venir voir nos classes. Les enfants arrivent à travailler seuls, mais c'est un travail de préparation de la classe, de leurs leçons, etc. Il faut les laisser en autonomie avec un plan de travail individuel qui respecte bien sûr les programmes de l'éducation nationale, mais permettent aussi à chacun d'avancer à leur rythme. Et ça, c'est possible partout. Mais le problème, c'est ces cours magistraux où ils apprennent tous les mêmes lettres au même moment, le même jour, etc. On ne peut plus travailler comme ça. On sait tous que chaque enfant est différent et que chaque enfant a son rythme d'apprentissage, sa façon d'apprendre. Et il faut s'adapter en créant des outils qu'on met en place dans nos classes et où chacun peut avancer à son rythme et justement ne pas se comparer à l'autre, ne pas se dire moi je vais moins vite que l'autre, moi je suis plus nul, etc. Même pour ceux qui ont besoin d'avancer plus vite, c'est aussi un problème d'avoir besoin d'avancer plus vite. Ça leur permet aussi d'avancer plus vite. Donc il faut vraiment mettre des outils en place et c'est possible partout. Partout. Il faut une pédagogie plus individualisée. Et c'est possible partout. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. François Vontron, fondateur de Mila, Sylvie Desclèbes, auteur de la pédagogie Montessori au service de tous les enfants. Merci à tous les deux. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.